Cristiano Ronaldo, tu le connais, et ben va-t-il finir ruiné à cause d'une simple erreur d'investissement? Parce que malgré 5 ballons d'or, une fortune colossale, quand il faut investir en immobilier, il aurait peut-être dû rester sur le banc. On parle là maintenant d'un projet à 60 millions d'euros, toujours en chantier, 4 ans après la date de livraison prévue. Mais comment un homme aussi puissant peut-il se retrouver piégé dans un investissement foireux? C'est un retard monstrueux pour un investissement de cette ampleur. Alors qu'est-ce qui a cloché? Pourquoi ça a dérapé? Était-ce trop ambitieux? De mauvais conseils? Ou carrément arnaquer le pauvre? Mais surtout toi, en tant qu'investisseur ou futur propriétaire, est-ce que ces erreurs sont réservées aux plus riches ou tu peux toi aussi te faire avoir? Alors, pour comprendre cette éventuelle erreur de Cristiano Ronaldo, il faut d'abord s'intéresser à la façon dont il gère son patrimoine. Mais revenons un peu sur ce monsieur, des fois que tu as évité les news ou pas allumé la télé depuis 10 ou 20 ans. Cristiano Ronaldo, c'est une figure emblématique du football. Il ne se contente pas d'amasser des titres et des récompenses. Il dispose également d'une fortune, mais colossale, fruit d'années de succès sur et en dehors des terrains. Mais posséder une grosse somme d'argent ne suffit pas. L'enjeu majeur réside dans la manière de la préserver et de la faire fructifier, en particulier parce qu'il faut rappeler que la carrière d'un footballeur n'est malheureusement pas éternelle. Alors à ce jour, Cristiano Ronaldo, qui pèse plus d'1 milliard en termes de fortune, dire qu'il est riche, c'est un euphémisme. Et plus que de taper dans un ballon, il est devenu un entrepreneur sportif. Son patrimoine, donc, c'est le résultat d'un top mélange entre revenus issus du sport, contrats publicitaires et investissements diversifiés. C'est ce pognon qui lui permet de se lancer dans des projets extrêmement ambitieux. Mais attention à ne pas flamber, car ça part vite. La diversification, à ne pas confondre avec le papillonnage, il y a une différence et on verra ça plus tard, de ces investissements est primordial. Pourquoi miser sur des projets variés plutôt que de concentrer ses avoirs sur une seule activité? La réponse elle est assez simple, c'est de réduire les risques. Diversification stratégique. Immobilier, médias, mode, technologie, ça permet de compenser les éventuelles pertes dans un secteur par les gains dans un autre. Un peu comme si tu connais la bourse avec les ETF. C'est une question de longévité. Celle de Ronaldo dure bien plus longtemps que la plupart des autres sportifs, mais comme je te l'ai dit, la carrière de haut niveau, c'est éphémère. Le train de vie, par contre, a tendance à rester élevé, et c'est tout le problème quand on doit réduire drastiquement ses dépenses. A priori, c'est la même chose avec les calories et le poids. Pour illustrer cette nécessité de diversification, prenons quelques exemples de sportifs qui ont brillé dans leur après-carrière. Le basketteur américain LeBron James, qui a su diversifier son portefeuille en investissant dans le cinéma, la mode ou encore les startups. David Beckham, en plus d'être une légende sexy du football, il a investi dans la mode et le marketing, construisant une marque personnelle, forte, qui dépasse très largement le cadre sportif. Et puis d'autres ont eu moins de chance. Mike Tyson, par exemple, boxeur à la fortune estimée à plus de 400 millions de dollars, a suivi la voie de ces sportifs qui crament tout sans penser au lendemain. Henri Lecomte, tennisman français, victoire en Coupe Davis notamment avec le célèbre Guy Forget, qui a été escroqué par la personne qui gérait son argent. Même punition d'ailleurs pour Ladji Doucouré, double champion du monde, abusé par ses conseillers. Dans un autre style, Boris Becker, on revient au tennis, ruiné par son divorce. Et un dernier, allez pour finir, celui de Dennis Rodman, qui a tout gagné sur les parquets de NBA, mais qui s'est complètement perdu dans l'alcool. Une stat est saisissante. Perso, je suis tombé par terre. Ouais, bon, ok, peut-être pas autant, mais ok. 50%, c'est la moitié des footballeurs pros n'ont plus rien à peine 5 ans après la fin de leur carrière. Et ça doit être pareil pour les autres sportifs. Bien sûr, si on oublie que pas mal d'athlètes professionnels ne peuvent pas vivre correctement de leur sport, mais ça c'est un autre sujet. Ça prouve qu'il ne suffit pas d'avoir une grosse somme pour réussir, il faut surtout savoir l'investir intelligemment et s'entourer des bonnes personnes, j'insiste. Et l'histoire de Ronaldo et celle de ces nombreux sportifs mal conseillés nous enseigne une leçon universelle. La gestion d'un patrimoine, c'est de la rigueur et du discernement. Tout d'abord, quel que soit ton niveau, il est indispensable de planifier. Deuxio, de bien s'entourer pour pas se planter,
Personne ne sait tout. Tertio, chaque investissement doit être évalué de manière pragmatique. Si même une légende du football comme Cristiano Ronaldo, il est quand même pas con le mec, doit jongler avec des choix stratégiques pour préserver et développer son patrimoine. La question qui se pose est alors la suivante. Est-ce qu'en tant qu'investisseur, ou même en tant que particulier, nous pouvons espérer suivre le même modèle? Et nous allons tout de suite voir pourquoi il est complètement illusoire de vouloir copier-coller la stratégie des ultra-riches et pourquoi chacun doit construire sa propre voie. Le mythe du copier-coller. Quand on voit les Ronaldo, les Beckham, les LeBron James acheter des hôtels, des tours, des bureaux, des îles privées, on pourrait se dire c'est ça qu'il faut faire pour réussir en immobilier. Problème, toi et moi on a un peu le même problème. On n'est pas Ronaldo. C'est pas faux. Copier leurs investissements, c'est comme acheter une Formule 1 alors qu'on n'a même pas le permis. Ça n'a aucun sens. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi ils investissent dans des projets aussi gigantesques alors que plusieurs bons vieux apparts loués à Paris suffiraient? Eh bien, il y a 3 raisons majeures à cela. La première, c'est la fiscalité. Quand tu es un ultra riche, ton problème numéro 1, c'est pas que de gagner d'argent. C'est aussi et surtout d'en perdre le moins possible en impôts. Un hôtel à 60 millions d'euros, c'est pas juste un projet, c'est une machine à optimiser la fiscalité. Tu veux un exemple concret? L'amortissement, le montage juridique, la déduction des pertes en font partie. Deuxièmement, la gestion du risque. Celle-ci est largement différente. Nous, on cherche un investissement qui rapporte et sécurise notre futur pour partir plus tôt à la retraite, pour se payer des vacances, pour payer les études des enfants. Bref, eux, ils cherchent à se diversifier et minimiser leur exposition. Par exemple, si Ronaldo perd 10 millions d'euros sur un hôtel, je ne dis pas qu'il s'en fiche, mais enfin, il partira quand même en vacances. Toi, par contre, si tu perds 10 000 balles, tu peux être en galère. Et enfin, 3e point, c'est la logique d'investissement. Elle est complètement différente. LeBron, Beckham, Ronaldo, ils ne gèrent pas leur patrimoine comme nous. Leur objectif, c'est pas juste de gagner de l'argent avec un bien, c'est de renforcer leur image et leur marque, qui vont d'ailleurs très souvent de pair. Pour que ce soit plus clair, Ronaldo, il vend pas juste des chambres d'hôtel, il vend du prestige, il vend son nom. Mais pourquoi toi, tu dois penser différemment? On vient de voir pourquoi copier les ultra-riches ne fonctionne pas, mais maintenant pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes moyens à toi pour obtenir le maximum? Et oui, la vérité, c'est que la plupart des investisseurs réfléchissent à l'envers. J'ai 50 000 euros, qu'est-ce que je peux bien acheter? C'est pas la bonne question. La bonne question est la suivante. Comment je peux transformer ces 50 000 euros en un véritable levier pour créer de la valeur? Là, on va dans le bon sens. Si tu n'as pas le bon mindset, tu vas peut-être pas tout perdre, faut pas être binaire, mais tu vas sous-performer comme si tu n'avais pas desserré le frein à main. Et les ultra riches ne regardent pas ce qu'ils peuvent acheter, ils regardent comment optimiser leur argent pour obtenir le meilleur rendement possible. Et voilà pourquoi on va maintenant détailler les 3 leviers que 90% des investisseurs ignorent. Tu veux savoir comment penser comme un stratège, même avec un budget limité, alors assieds-toi, prends un papier, un crayon et surtout prends des notes. Point important, j'aime pas trop saouler avec des parties vidéo, placement produit, etc. Mais si t'es pas à 100% à l'aise avec tes choix d'investissement, prends d'urgence contact avec moi pour parler d'un accompagnement. Mais si tu préfères rouler tout seul, c'est bien aussi. L'essentiel, c'est de pas laisser dormir ton pognon sur le livret A. La vraie richesse en immobilier ne vient pas de l'argent que tu as, mais de l'argent que tu peux emprunter. Je vais te faire une confidence. Il y a près de 25 ans, oui, je sais, ça me rajeunit pas, mais enfin, il y a près de 25 ans, quand j'ai débuté, j'avais pas de pognon, très peu. Alors, je me suis posé la question de comment faire de l'argent avec de l'argent que j'ai pas. Alors, à l'époque, je vendais des maisons neuves. Je me suis naturellement tourné vers l'immobilier puisque c'est le domaine qui me plaisait. Et j'ai acheté puis retapé un studio. C'était à Strasbourg. Rendement top, grosse valorisation parce que tu sais que la pierre a explosé entre 2000 et 2010. J'avais trouvé le filon. Et avec le recul, je me dis, mais putain, pourquoi j'en ai pas fait plus? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible? Mais bien sûr,
Et j'ai des astuces pour ça. Un banquier prêtera beaucoup plus facilement, d'ailleurs, si ton projet est bien structuré, si tu sais montrer que l'investissement s'autofinance, ton taux d'acceptation, eh ben, il explose. Je te donne un exemple. Un investisseur qui sait présenter son dossier peut emprunter 2 fois plus qu'un autre avec le même salaire. C'est un fait. La forme prime sur le fond. Pour le dire autrement, c'est pas la taille de ton compte en banque qui fait la différence, c'est ta capacité à convaincre ton interlocuteur bancaire. La stratégie du mix rentabilité. On va maintenant voir pourquoi tout le monde, en tout cas beaucoup de monde, se plante. Les investisseurs peu avertis, eux, ils cherchent un seul type de bien. Un bon rendement, un bien patrimonial. C'est une erreur. Les vrais investisseurs savent qu'aujourd'hui, il faut mixer les deux. Exemple d'une stratégie gagnante? Allez, on y va. Acheter un bien rentable en colocation pour générer du cash flow immédiatement. Et un autre plus patrimonial qui va se valoriser, par exemple, sur 10 ans. Pourquoi ça change tout? Parce que tu ne dépends pas d'un seul levier. Si les prix chutent, tu as du cash flow. Si le marché monte, eh ben, tu prends de la plus-value. Alors, bien sûr, cet exemple doit être affiné avec tes objectifs à toi, ton patrimoine, ton secteur, etc. Mais sache qu'un bon investisseur, c'est pas un joueur de casino. Il sécurise sa mise tout en cherchant le jackpot. Savoir repérer une opportunité et pas juste un bien à vendre. Le marché immobilier n'est pas une liste de biens en vente, c'est une mine d'or cachée où seuls ceux qui savent chercher trouvent les vraies pépites. 3 critères parmi tant d'autres que 90% des prospecteurs oublient trop souvent. Acheter un bien avec un loyer sous-évalué et le revaloriser rapidement évidemment. Chercher des biens avec des conneries dans l'annonce, prix mal affiché, photos nulles, souvent 10, 15 voire davantage au-dessous du marché. Attaquer des vendeurs pressés, comment les repérer? Divorce, succession, copro en difficulté. Ils veulent vendre vite et peuvent négocier fort. En immobilier, tu gagnes surtout quand tu achètes. C'est là que tu gagnes de l'argent, pas quand tu revends. Bon, fais pas le con quand même, la vente ça s'optimise aussi. Mais si tu achètes mal, t'es foutu avant même d'avoir conclu. Et moi en conclusion, je dirais que je ne sais pas si tu vois la différence entre un investisseur lambda et un vrai stratège. Eh ben l'un cherche ce qu'il peut acheter, l'autre cherche comment exploiter les meilleures opportunités. Maintenant la question c'est comment tu peux mettre ces stratégies en place et éviter les erreurs qui coûtent cher, très cher. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le succès en immobilier, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de stratégie. Plus c'est gros, plus... Non, pardon, plus ça rapporte, paraît-il. On entend souvent dire qu'en immobilier, plus on a de biens, plus on gagne d'argent, que plus l'immeuble est grand, plus ça va être rentable. Et le pire, c'est que ça semble logique, non? Plus de mètres carrés égale plus de loyers encaissés, égale plus de rentabilité. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, tout dépend d'un élément clé qu'on appelle la gestion. Je simplifie à l'extrême. Un studio de 20 mètres carrés en hypercentre, il peut rapporter autant qu'une maison de 200 mètres carrés à la campagne, mais avec une gestion totalement différente. Et c'est là que tout se joue. L'illusion des économies d'échelle. Dans l'industrie, plus on produit, plus on réduit les coûts unitaires. Mais en immobilier, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va prendre un exemple concret. Un studio en centre-ville, loyer élevé, rotation fréquente, mais petite surface à entretenir. Donc gestion rapide, forte demande. Un immeuble de 10 appartements, les loyers cumulés sont évidemment plus importants, mais l'entretien est plus complexe dans les mêmes proportions et le risque locatif multiplié est exactement la même et la gestion administrative devient très lourde. Et attention, les charges ne se réduisent pas forcément avec la taille. Un gros immeuble égale plus de travaux, un turnover proportionnel, des charges communes toujours calculées au prorata, etc., etc. Un achat-revente en bloc, oui, ça te donne des possibles remises sur le matériel. Par exemple, 10 cuisines commandées. Évidemment, ton cuisiniste te fera un prix. Oui, mais toi, en contrepartie, tu auras plus de normes à respecter, de la sécurité, des vestiaires pour les ouvriers, de la conformité spécifique. Bref, là où acheter gros peut être intéressant, le seul vrai avantage du plus c'est gros, plus c'est rentable, c'est la baisse de concurrence. Et je prends souvent cet exemple. Acheter un studio à 50 ou à 100 000 euros, tout le monde peut le faire. Je ne veux pas paraître méprisant, c'est une belle somme d'argent, mais n'importe quel investisseur pourra y aller. Maintenant,
financer un projet à 10 millions, et ben là tu te sens déjà un peu plus seul. En tout cas, moi, je suis plus là si je dois y aller solo. Et c'est justement ce qui peut créer des opportunités. Et c'est pas non plus une fin en soi. Est-ce qu'il faut acheter gros pour être rentable? Mais non, clairement non, 100 fois non. J'accompagne des investisseurs qui cartonnent avec des petits biens ultra optimisés. Ils explosent les rendements là où d'autres s'embourbent dans des immeubles entiers mal gérés. Le piège absolu est de croire que plus tu achètes gros, plus tu gagnes. Ce qui compte, c'est ce que tu encaisses après toutes les charges. Alors si tu aimes les chiffres et que tu veux savoir comment calculer précisément, puis optimiser la vraie rentabilité d'un bien et éviter les illusions, eh ben je suis là. Conclusion, si tu as bien suivi, tu as maintenant compris que l'immobilier, ce n'est pas une question de taille. Me v'là rassuré. C'est une question de stratégie. Première leçon, tout le monde peut connaître une difficulté en investissant. Et ça, d'une, ça rend humble, et de deux, ça oblige à investir avec stratégie. Dit autrement, on oublie le all-in sur la soi-disant affaire du siècle. Seconde leçon, les ultra riches comme Ronaldo investissent différemment. Pour l'image, peut-être. Pour l'optimisation fiscale, certainement. Mais surtout parce que perdre 10 millions ne leur fait pas le même effet que de perdre ou gagner 10 000 € te ferait à toi. Troisième leçon, les investisseurs performants, eux, maximisent leurs moyens. Ils jouent intelligemment sur l'effet de levier, le mix rentabilité-patrimoine et savent repérer les vraies opportunités au premier regard. Quatrième leçon, la gestion est une clé. Un gros projet mal géré peut te couler alors qu'un petit, bien optimisé, peut exploser ta rentabilité. Ainsi résumé, ce qui compte n'est pas ce que tu peux acheter, mais comment tu l'exploites. Alors la question que tu dois te poser maintenant, elle est simple. Continuer à tâtonner seul et prendre le risque de perdre du temps et de l'argent, ou enfin avoir une vraie stratégie qui fonctionne, adaptée à ton profil et à tes objectifs. Si tu veux éviter les erreurs et optimiser tes investissements dès maintenant, contacte-moi. C'est peut-être l'investissement le plus rentable que tu feras cette année. Allez, à toi de jouer et un petit moral, ne laisse pas dormir ton argent sur le livret A.